Crave, c'est l'histoire de Marion. Marion qui est une angoissée, une anxieuse, comme moi. Je suis très anxieuse dans la vie de tous les jours. Ça se soigne, en tout cas, j'essaie du moins. C'est ça, qui aime les chats. Puis je vais vous montrer mon T-shirt parce que je le trouve vraiment cool. Là. C'est un petit clin d'œil à un de mes films d'horreur préférés qui est Jaws. Donc, avec un chat parce que Marion adore les chats, tout comme moi. Donc, Marion, qui fait beaucoup de crises d'angoisse, puis vraiment que ça empire. À un moment donné, ses parents, ils décident, que là, ça fait. Donc, ils décident de l'envoyer dans un centre pour l'été pour qu'elle puisse se soigner. Puis ce centre-là, c'est le CRAV. Donc, CRAV qui veut dire Centre de réadaptation pour adolescents anxieux et vulnérables. Donc, Marion est amenée là, elle fait son entrée au CRAV en hurlant, fait que ça se passe pas très bien. Elle est déjà un petit peu étiquetée comme folle quand elle arrive là. Et elle est avec d'autres jeunes de son âge parce que c'est une grande maison victorienne, ce centre-là, où il y a plusieurs adolescents, c'est ça, de tout âge. Puis elle est avec un groupe. Puis malheureusement, elle a beaucoup de difficultés avec plusieurs dans son groupe. Mais toujours est-il que c'est ça, Marion, elle va passer l'été là, puis ils font toutes sortes de choses très intéressantes comme des thérapies individuelles, des thérapies de groupe. Ils font d'autres choses comme du sport puis du jardinage. Mais disons que ça ne fait pas un été très, très intéressant. Puis Marion est vraiment aberrée de se retrouver là. Mais un soir, il y a une énorme tempête, une horrible tempête. Et puis, disons que, une queue d'ouragan. Puis là, il y a une grosse panne d'électricité généralisée au centre. Donc là, tu sais, quand tu mets des anxieux dans des situations extrêmes, ça fait toujours un peu, c'est comme une marmite en ébullition. Donc, il manque d'électricité, mais en plus, le centre est situé sur une île. Donc, il est sur une île, puis le pont qui relie le centre au reste de la civilisation s'est effondré. Donc, ils sont vraiment pris là, tout le groupe ensemble, à être obligés de, vivre en confinement. Oui, un confinement eux aussi. Mais le lendemain de cette tempête-là, Marion décide, parce qu'elle aime beaucoup aller à la chasse aux coquillages, elle décide d'aller sur la plage en contrebas. Et sur la plage, la marée de tempête a rapporté des algues, toutes sortes de déchets, puis toutes sortes de cochonneries. Mais à travers ça, elle va trouver une jeune fille de son âge qui est vivante, qui a été rapportée par la tempête. Et quand ils vont l'amener au centre pour se faire soigner, c'est là que ça va se mettre à aller très mal. Et si vous vous rappelez bien, à la fin du tome 1, ça allait encore très mal à la fin, mais disons que c'est ça, après avoir été très mal, après avoir traversé un ouragan, Marion se réveille et tout est revenu normal. Donc, c'est là que le tome 2 commence. Alors, voilà. Là, ce que je vous lis, c'est sur papier parce que le deuxième tome n'est pas encore paru, mais il est tout prêt, là. Il est tout prêt de paraître. Donc, voilà, je commence. Donc, prologue. Bon, je suis revenue. Désolée, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est la belle technologie. Puis là, ça l'a coupé exactement quand je commençais ma lecture. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde est là? En tout cas, j'espère bien. Disons que ça fonctionne encore. Donc, prologue, je recommence. Dès que Nicolas apparaît dans le crave en me portant dans ses bras, tout le centre est en émoi, comme lorsqu'il était entré avec Amina. Il faut dire que ça n'en prend pas beaucoup pour qu'un paquet d'anxieux s'énerve. Je dodeline de la tête contre son épaule et je papillote des yeux.
Je sens sur Nicolas un subtil mélange de sueur et de savon à lessive. C'est réconfortant. Je crois que j'ai perdu quelques minutes. Le néant semble vouloir me ramener à lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'écrie une voix bourrue. Je ne sais pas trop. On l'a trouvé étendu sur la plage, répond Nicolas. Est-ce que c'est vraiment important? Me semble que c'est évident qu'elle a besoin d'une civière et de soins, s'emporte Elliot. Emmenez-la à l'infirmerie, ordonne alors Martin, le surveillant. Oh, mon Dieu, est-elle blessée? Demande Jeanne. Je viens de parler à Madame Rochefort et elle va l'examiner, lance Romy. Je peux peut-être aider, renchérit Mathis? Ah, tais-toi, s'exclament les autres en chœur. Tandis que ma prise en charge se met en branle, j'essaie de me remémorer les derniers événements. Avant de m'évanouir, j'ai été happée par un immense tourbillon noir qui m'a ensuite recraché sur la plage. Avant cet ouragan, le Crave était en flammes. Et avant ça encore, plusieurs pensionnaires et tout le personnel étaient morts, infectés par une étrange maladie ou dévorés par des nettoyeurs. Je me rappelle les avoir affrontés, les avoir frappés à coups de patte de table. Placez-la sur le lit au fond. Sommes une femme autoritaire. Ça, c'est Madame Rochefort. Je me souviens d'avoir assisté à sa déchéance, puis à son dernier souffle, qu'elle a utilisé pour me supplier d'aller porter un rapport scientifique aux autorités. Et ce papier, je l'ai encore dans mes poches. Ce texte a traversé vent, marée, tempête et même un cyclone avec moi jusqu'ici. Ça doit signifier quelque chose. Maintenant, sortez les jeunes. Marion a besoin d'air. Cette consigne est accueillie avec un concert de protestation, mais la pièce se vide néanmoins. La directrice du centre me tente le visage et le cou, inspecte mes bras. Elle ne porte pas de marque, souffle Jeanne. Non, elle ne semble avoir aucun traumatisme. Parlez pour vous. Être aspirée par un ouragan plus puissant que les échelles de mesure établies, c'est pas exactement un long fleuve tranquille. À l'aide d'un stéthoscope, Madame Rochefort écoute mon cœur et ma respiration. Son pouls est peut-être un peu lent, mais rien d'alarmant. Je sens ensuite ses mains froides se poser sur mes paupières, qu'elle écarte. Elle dirige un faisceau lumineux sur mes pupilles, mais le retire promptement. Malgré mon engourdissement, je bats des cils jusqu'à ce que je parvienne à retrouver une vision à peu près normale. Madame Rochefort me fixe, les yeux ronds et la main sur la bouche. Et qu'y a-t-il? Son expression m'inquiète. Je sens une aiguille me transpercer la peau, à l'intérieur du coude gauche. Je voudrais réagir, j'aimerais beaucoup parler à Madame Rochefort, lui dire ce que je sais, comprendre ce qui m'arrive, mais j'y parviens pas. Je me rendors aussitôt sous le regard tourmenté de la directrice du Crave. Chapitre 1. Voilà que j'ouvre les yeux et que je suis de retour dans ma chambre. Oui, ma chambre, celle que j'occupe au Crave, celle-là même qui brûlait il y a quelques heures. Je me souviens avoir été portée dans le centre par Nicolas et examinée par Madame Rochefort, mais pas d'avoir regagné cette pièce. Et là, on dirait que le temps a reculé, qu'il y a eu une réinitialisation dans mon séjour et que tout est redevenu comme avant. Mais pour l'amour du ciel, que s'est-il passé? J'ai l'impression d'avoir de la ouate humide entre les deux oreilles. Gênée par la lumière vive qui filtre entre les rideaux ouverts suspendus à la fenêtre, je bats des paupières. Sur le rebord du châssis, les coquillages et galets s'accumulent, disposés en une savante pyramide. Rien ici n'a bougé. Dehors, je remarque quelques nuages qui voguent sur un firmament bleu. Aucune trace de mauvais temps qui a précédé la catastrophe ayant causé la perte du Crave. J'agite les doigts. Je semble avoir retrouvé mes capacités motrices. Au moment où je tente de me redresser, la porte s'ouvre et Jeanne entre avec un gobelet d'eau. Elle a l'air en pleine forme, souriante. Ses joues sont rosies par le soleil.
Elle ne présente plus aucune trace de la mystérieuse maladie qui a décimé la moitié du centre et qui l'avait pratiquement transformée en zombie. J'hésite un instant. Ai-je tout imaginé? Anina, l'épidémie, les nettoyeurs et la mère? Ah, ah, enfin, tu es réveillée, chuchote Jeanne, comme si elle avait peur de me brusquer avec le seul son de sa voix. En m'assoyant, je prends le verre qu'elle me tend et j'en avale goulûment la moitié. Les trous de mémoire, ça déshydrate, me semble-t-il. Depuis combien de temps je dormais, que je demande? J'ai la gorge rêche, comme du papier sablé, et ce qui en sort est un coassement rauque, digne d'un crapaud desséché. Quelques heures, répond Jeanne, en prenant place au bout du lit. Quand tu ne t'es pas présentée pour le dîner, tes amis sont venus me poser plein de questions sur ton état. Ils s'inquiètent pour toi. Ah, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je croyais les avoir perdus et voilà qu'ils sont tous sains et saufs. Étrange, car il y a à peine quelques jours, je ne pouvais pas sentir la plupart d'entre eux et là, je suis profondément attachée à mon groupe. Dans l'adversité, bien des choses changent et se développent. Te rappelles-tu ce qui s'est passé avant qu'on te retrouve étendu sur la plage? Me demande Jeanne. Ben, si je mentionne le 10e de ce que je crois être arrivé, ils vont me faire enfermer dans un véritable asile en me déclarant un cas intraitable. Bon, je pense pas que ce soit dans la philosophie de Jeanne ni de celle de Madame Rochefort de faire une chose pareille. Pourtant, ce que j'ai vécu, c'est de la pure folie. Ça n'a rien de cohérent. Je secoue la tête pour signifier à Jeanne que je n'ai aucun souvenir. As-tu déjà eu des épisodes semblables? Ah, non. C'est peut-être juste parce que j'avais le ventre vide. Hmm. Tu avais pourtant déjeuné ce matin, mais c'est pas impossible que tu fasses de la basse pression. Disons que dans les prochains jours, tu devrais être attentive aux signes avant-coureurs. Et tiens-moi informé si tu as d'autres symptômes. J'acquiesce et Jeanne se lève. C'est presque l'heure du souper. Quand tu te sentiras prête à descendre, tu pourras venir manger. Ça te va? Je souris et la psychologue disparaît en refermant la porte. Toujours abasourdie, je reste seule quelques minutes dans la pièce silencieuse. En baissant les yeux, je constate que je suis encore habillée. On ne m'a retiré que mon chandail à capuchon. J'ai les mains sales, noircies. C'est de la suie. Voilà la preuve que je me suis échappée d'un incendie, même si les autres n'y ont vu que du feu. Je sais, mauvais jeu de mots. Puis, je tâte mes poches. J'en retire alors une liasse de feuilles pliées. Voilà la série de textes que Mme Rochefort m'a donnés avant de mourir et qu'elle me disait que je devais absolument livrer aux autorités. Avant de les consulter, je jette un œil craintif à la porte fermée. Je sais qu'entre les lignes de ces observations scientifiques se cachent les explications à ma mésaventure temporelle. L'article dit « Centre de recherche avancé sur la substance sombre souterraine », aussi connu sous le nom de crasse. Et puis, ça dit « Évolution de la substance et son rapport au temps, étude conduite par la docteure Agnès Rochefort et docteur Martial Brouillard. » Bon, je me doute que la substance sombre souterraine a quelque chose à voir avec la glu noire qui a submergé le centre. Pour ce qui est de son rapport au temps, si elle a un lien avec l'immense tornade de force 1000 que j'ai affrontée, elle aurait la capacité de nous faire franchir la 4e dimension. Et le docteur Martial Brouillard est cet homme sorti de nulle part pour réclamer des corps et qui semble connaître intimement Madame Rochefort. Voilà pour les indices que je possède. C'est maigre et décousu, mais bon, c'est un début. Je fouille mes poches afin de m'assurer que je n'y ai rien oublié et je pose les doigts sur un autre papier. Un origami en forme de chat. Ma gorge se serre et mon cœur se gonfle. Elliot. Il l'avait laissé sur le pas de ma porte quand Derek avait essayé de me prendre en souricière sous l'escalier. Par contre, puisque le temps a reculé, Elliot ne m'a jamais donné cet origami.
Il n'en aura donc aucun souvenir. Il ne se souviendra de rien. Au Crave, tout le monde est tel qu'il était avant l'arrivée d'Amina, isolé et revêche avec ses phobies et ses craintes. Je soupire. Je me lève de mon lit et je me rends au petit miroir accroché derrière la porte de ma chambre. Mon aspect me cause un choc. En fait, j'ai pas tellement changé, mais à part mes yeux. Je me souviens vaguement qu'Eliott a fait un commentaire à ce sujet en me trouvant sur la plage. Et quand Mme Rochefort m'a examinée, elle a eu un mouvement de recul. En contemplant mon reflet, je me rends compte à quel point c'est flagrant. J'ai les yeux noirs. Pas noisette comme avant, ni marron ou brun foncé. Noirs comme les ténèbres. 2 billes de charbon. Du bout de l'index, je tire ma paupière inférieure, la paupière inférieure de mon œil vers le bas. J'aperçois à peine ma pupille. Ça me donne un air bizarre. Je pense à Amina. Elle aussi, elle avait les yeux très sombres. Où est-elle? Comment a-t-elle fait pour s'évaporer aussitôt la tempête passée? Je me remémore alors ses dernières paroles avant qu'elle disparaisse en marchant sur le fleuve. Elle m'a félicité d'avoir survécu, puis elle m'a dit « Ceci était une possibilité avant de poser ses lèvres sur ma joue. » Pourquoi m'a-t-elle démontré cette marque d'affection soudaine? On n'était pourtant pas si proches. Instinctivement, je porte une main au pendentif en forme de lune suspendu à mon cou. Au moins, il a traversé la tempête avec moi. Je le triture, préoccupé. Ça n'a aucun sens. J'examine encore mon reflet et surtout mon regard ténébreux. Mon Dieu, Amina m'a-t-elle transmis quelque chose? Ben, voilà. Je pense que je m'arrêterai peut-être ici parce que je pense que ça vous met en appétit.